Madame, Monsieur, bonsoir. Guerre en Iran au menu de cet épisode de Questions d'actu ce soir. Le rêve que le pétrole coule de nouveau à flot par le détroit d'Ormuz vient de s'arrêter. Moins de 10 pétroliers seulement ont franchi le détroit ces dernières heures, un niveau inédit depuis quelques semaines maintenant. Alors en cause, ce deal entre Washington et Téhéran qui n'est plus. Washington intensifie sa guerre contre l'Iran et tente de rouvrir le détroit. Au même moment, le Sénat américain reprend ses travaux aujourd'hui lundi avec une majorité républicaine réduite dans les faits à 51 élus. Figure de proue des républicains, Lindsey Graham s'est éteint soudainement samedi. Mitch McConnell reste pour sa part absent pour raison de santé. Alors cette concomitance pèse directement sur la conduite du conflit. Pourquoi ? Bien, Lindsey Graham présidait la commission du budget. Il siégeait aussi aux commissions des crédits et de la justice et soutenait accessoirement l'augmentation des dépenses militaires, mais aussi une ligne dure contre Téhéran, ainsi que l'aide à l'Ukraine et des nouvelles sanctions contre la Russie. Surtout, il savait transformer les priorités du président Donald Trump en compromis parlementaire. Alors sa disparition fragilise bien naturellement bien davantage qu'une majorité numérique. Elle retire de facto à la Maison-Blanche un intermédiaire, ce négociateur des plus constants de la projection militaire américaine. Les crédits de défense liés à l'Iran ou le futur des sanctions contre Moscou entrent désormais dans une zone d'incertitude. Il faut dire aussi que les divisions républicaines prennent davantage de poids. Téhéran observe cette vulnérabilité de très près. Effet marquant aussi du côté iranien aujourd'hui, selon plusieurs médias, dont le New York Times, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad aurait été arrêté aujourd'hui par les gardiens de la Révolution après que le Mossad a révélé l'avoir recruté pour l'installer comme dirigeant de transition après l'élimination d'Ali Khamenei en février dernier. Tous les ingrédients pour une bonne série Netflix. Mais non, c'est bel et bien la réalité de l'actualité aujourd'hui. Cette guerre en Iran prend donc un tournant aussi imprévisible que surprenant, voire hollywoodien. Nous en parlons ce soir en compagnie de mes invités. Avec moi d'abord en plateau, la professeure d'histoire et de sciences politiques, professeure Boutaina Ben Salem. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. Et avec nous aussi le spécialiste en relations internationales, Hafid Boutal. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous et de répondre à nos questions. Un autre expert avec nous, il s'agit de l'expert en stratégie en sécurité, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous sur ce plateau. Une nouvelle fois, toujours un plaisir de vous accueillir. Le plaisir est partagé, madame. Et un plaisir renouvelé aussi d'accueillir depuis Washington notre analyste politique américain, Calvin Dark. Bonsoir, Calvin. Bonsoir, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Oui, merci pour l'invitation, comme toujours. J'imagine que Washington est toujours sous le choc après l'annonce de la disparition de Lindsey Graham. Oui, c'était inédit hier le matin vers 6 heures. À Washington, on ne savait pas que si c'était une blague, parce qu'il était à la télé le soir avant. C'était vraiment un choc parce que Lindsey Graham, il fait partie de la fondation de Washington, D.C., bien avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Je le connais parce que je suis de Caroline du Nord. Je ne suis pas de son parti, mais je me souviens mes jours, il y a 20 ans à Washington, j'étais dans une réunion avec Lindsey Graham. Il était vraiment une personnalité unique. Oui, absolument. Nous allons parler de cette personnalité, certainement, dans cette émission, et nous allons aussi parler des répercussions de sa disparition. Ce n'est pas n'importe quelle personnalité du Parti républicain qui s'est éteinte donc ce week-end. Mais avant, on va plutôt mettre le cap sur l'Iran, sur le détroit d'Ormuz. Un deal a été signé, colonel Saoud. Enfin, un deal, un pré-deal. Il était encore en négociation. Mais qui a violé finalement l'accord entre Washington et Téhéran? Bon, c'est un mémorandum d'accord pour ne pas lui donner une importance, donc qui a été sujet à discussion. Première disposition, le cessez-le-feu. Et dans votre émission, on en a parlé, les cessez-le-feu sont faits pour être violés. Et ce n'est pas le premier du genre. Et donc, pour les Américains,
ce bateau de commerce qui s'appellerait, je pense, Galaxy, aurait été visé par des unités de la marine ou d'autres iraniens. Et c'est ça qui a fait que le président américain a décidé de riposter et d'élever les cibles à 140, 142 jusqu'à, puis avec hier 150 cibles. C'est une réponse peut-être disproportionnée, mais ciblée. Et sur le plan géographique, évidemment, sur le plan des cibles qui ont été choisies, évidemment les plateformes des drones, les plateformes évidemment des missiles, les télécoms, et surtout dans le détroit. Et c'est ça qui est important, où il y a eu des ciblages. Donc pour moi, c'est une réaction certainement plus ciblée que les autres. Et donc, qui a commencé, je ne sais pas, ou alors, et c'est ma position, c'est toute la fragilité du mémorandum qui a été signé entre les deux parties. Est-ce qu'on est capable de déterminer quand même d'où est parti le premier tir ou la première hostilité? Jusqu'à preuve du contraire, c'est les Iraniens qui ont tiré sur ce bateau-là, parce que personne d'autre ne pourrait le faire. Très bien. Personne d'autre ne pourrait le faire. Dans le détroit d'Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz. Ça ne peut pas être une attaque attribuée à l'Iran et ce n'est pas l'Iran qui aurait tiré. Ça ne peut pas être cela. Ah non, pour moi, c'est le tir iranien. Très bien. Fait intéressant aujourd'hui aussi, le port de Sanaa au Yémen a été attaqué. Oui, ça... Et là, ça réveille aussi quelques doutes sur d'autres proxys de l'Iran que nous n'avons pas entendus depuis le 28 février, date du début des hostilités, donc de cette guerre en Iran. Pourquoi attaquer le port de Sanaa? Tout d'abord, à ma connaissance, il n'y a pas de revendication. Aucune. Jusqu'à présent. C'est pour ça que je vous interpelle. Donc, oui. Si je formule des hypothèses, est-ce que c'est des proxys iraniens? Est-ce que c'est un autre pays? Ça, je n'en sais rien. Je me garderai de formuler un jugement, peut-être que les collègues en savent. Professeur Ben Salem, ouais, peut-être d'abord une réaction pour vous qui aurait violé en premier cet accord, ou ce mémorandum d'accord entre Washington et Téhéran. Je crois que ce n'est même pas un mémorandum d'entente, c'est plutôt un mémorandum de désentente, parce que depuis que ça a commencé, on est dans des tensions entre les deux. Chacun perçoit le mémorandum selon sa propre perception. Et donc, et les deux s'accusent de ne pas respecter l'entente, ce qui fait que la région est devenue vraiment une poudrière. À chaque fois, il y a des conflits, il y a des... mais bon, on peut voir qu'il y a deux directions. Il y a celle de ce soi-disant mémorandum, où il y a des points, et puis il y a une autre direction qui est aussi adoptée par les États-Unis en ce qui concerne ce qui se passe au Liban, en ce qui concerne le passage d'Ormuz. Donc, les deux ne s'entendent pas, n'arrivent pas vraiment à s'entendre sur ce point. Et je pense qu'ils ont encore d'autres points où ils ne s'entendent pas du tout, et qui, à l'avenir, vont présenter un conflit. Mais je rejoins bien M. le colonel quand il a dit que les frappes sont de plus en plus intenses. Géographiquement, ça s'est élargi aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un but d'affaiblir, parce qu'ils ont vraiment élargi la boucle de leur cible, et c'est parti plus loin qu'Ormuz, pas simplement de la région, dans la région d'Ormuz. Alors, pour Sanaa, alors c'est l'aéroport de Sanaa au fait, et l'histoire c'est que il y a la délégation qui est partie assister aux funérailles, donc qui a brisé l'embargo qui est sur le pays, et en revenant, l'aéroport a été bombardé pour les empêcher, parce que c'était un avion iranien, donc pour les empêcher de descendre, mais ils sont arrivés à descendre ailleurs. Et bon, il y a deux versions. Il y en a qui disent que c'est
c'est les Yéménites, le gouvernement qui est reconnu par l'Arabie saoudite. Il y en a qui disent non, c'est l'Arabie saoudite qui a fait ça. Et d'ailleurs, les Houthis l'ont accusé de vouloir leur déclarer la guerre. Mais l'Arabie saoudite n'a pas encore confirmé. Donc on est sur des suppositions pour l'instant. Alors, il y a des suppositions aussi sur ce détroit d'Ormuz, Hafez Boutaleb, et toutes les déclarations du président Trump concernant ce détroit. Alors, les Iraniens annoncent le blocus, de retour du blocus, c'est pour ça que je disais qu'il y avait moins de 10 pétroliers qui ont réussi à passer. Le président américain qui dit que le détroit est ouvert et qu'ils étaient en train de réajuster qui rétablissent le blocus iranien. Et fait intéressant, les États-Unis, je cite le président américain, seront connus comme le gardien du détroit d'Ormuz et seront remboursés de 20% sur toute cargaison expédiée. Fin de la citation. Donc en fait, maintenant, il faudra passer 2 fois à la caisse, côté iranien et côté américain. Que vaut cette annonce du président américain ? Bien, c'est une annonce surprenante parce que lui-même avait déclaré qu'il devait y avoir la liberté de trafic. Lui-même, de toute manière, depuis le début de cette crise, on voit bien les contradictions. Et par rapport au MOU, la réalité, c'est que le MOU a été là pour répondre à une urgence, celle d'une trêve que toutes les parties voulaient pour pouvoir se reconstituer, mais il n'était pas aligné sur le fond, sur les raisons profondes du conflit. Il n'y a pas eu de MOU qui réponde. Le nucléaire, à savoir la démilitarisation, en tout cas le programme de missiles, sur lequel les États-Unis ont finalement accepté de faire une grosse concession. Évidemment, parce qu'ils acceptent que le programme de missiles balistiques puisse continuer en Iran. En tout cas, ils vont faire des embargos sur des entreprises qui livrent de l'étranger, mais de facto, ils reconnaissent que l'Iran développe son programme. Ce n'est pas le même traitement qu'avec le programme nucléaire, en effet. Mais il y a plus profond comme raison. La véritable raison, c'est l'existence même de la République islamique, l'existence même d'Israël. C'est tout l'agenda de ces 2 pays dans la région. Tant que ces 2 pays garderont un agenda dans lequel l'un et l'autre projettent d'anéantir l'un et l'autre, eh bien, les conflits vont continuer. C'est aussi par rapport au Liban, la paix séparée. Est-ce qu'il peut y avoir une paix séparée ? Aujourd'hui, les Israéliens sont très clairs, ils ne se retireront pas du sud du Liban. Oui, mais l'accord du Liban tient, lui, contrairement au MOU entre Washington et Téhéran. Évidemment, avec une partie du Liban sous occupation israélienne. Voilà. Donc, les causes profondes du conflit n'ont pas encore été traitées d'une manière adéquate, de telle sorte à ce que les 2 pays que sont Israël et l'Iran puissent continuer leur trajectoire dans la région sans à chaque fois se télescoper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça arrange les Américains à quelques mois, surtout à l'administration américaine, l'administration de Trump, à quelques mois des midterms, de reprendre les hostilités alors qu'ils voulaient rouvrir le détroit d'Ormuz pour que le pétrole puisse couler, pour que le gaz puisse couler, pour que le consommateur américain puisse consommer à des prix pas trop chers, parce qu'in fine, c'est ça ce qui compte pour l'électorat américain. Mais même au mois de mars, quand la guerre a commencé le 28 février, c'était à quelques mois des midterms. Oui. Et ça aussi, ça n'arrangeait pas du tout l'agenda des Républicains. Près de 5 mois après, là, on se rapproche des midterms. Oui, mais on continue de se rapprocher. Mais n'importe quel comportement rationnel aurait pronostiqué un enlisement en Iran. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait en off, c'est que le chef d'état-major des États-Unis avait prévenu Donald Trump du risque d'enlisement dans la région. Et aujourd'hui, effectivement, il est enlisé. Oui, mais bon, totalement. Les États-Unis sont dans un enlisement total. Ils ne peuvent pas trouver la réponse adéquate pour ramener ce détroit à son état normal, son trafic normal. Oui, colonel Si Saad. vous permettez, madame. Bien sûr. Vous avez fait référence à juste titre à l'interview avec Fox News du président. Oui, bien sûr. Contrôlant. Au téléphone. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Nous deviendrons les garants de sa protection. Les gardiens, il a utilisé les gardiens. on a en face les gardiens de la Révolution, on a aussi les gardiens du détroit d'Ormuz. Et nous voulons être remboursés au cas de vies humaines perdues, tout ça. Moi, je pense que la surcommunication en période de guerre fait disparaître la communication essentielle. Quand vous dites on contrôle le détroit d'Ormuz, je n'ai jamais vu un contrôle de la mer qui ne se fait pas quand vous êtes à terre.
Alors, comme me disent, quand est-ce qu'on a pu dominer la mer sans être bien placé en terre ferme, premièrement. Deuxièmement, ne pas tenir compte de l'attitude d'un pays qui a violé la Convention, etc. Et donc, c'est une volonté de revenir au statu quo ante, n'est-ce pas? Ce qui, me semble-t-il, compte tenu de l'attitude des Iraniens, est un peu compliqué. Comment on va s'y prendre? Mais sur le détroit d'Ormuz, évidemment, il était la cause, quand même pour l'Iran, d'avoir visé beaucoup de pays. On a visé Oman qui partage évidemment ce détroit. Et on a visé les Émirats, on a visé évidemment le Bahreïn, on a visé le Qatar. En plein deuil. En plein deuil, avec la perte du père du dirigeant actuel. Et donc, je pense, en islam, je pense que ça ne se fait pas. Quand on est en deuil, on en tient compte. Alors qu'ils sortent d'un deuil aussi. Hein, et oui. Vous avez vu les délégations aussi des pays, de certains de ces pays que vous venez d'évoquer, qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, un commentaire sur ces délégations arabes, sur certaines, pas toutes, qui ont fait le déplacement pour cette cérémonie grandiose de funérailles de l'ancien ayatollah. Hormis les Émirats arabes unis, le reste, ils sont tous partis. Oui. Pourquoi ? C'est peut-être il y a une stratégie, c'est peut-être un sentiment évidemment de solidarité. Oui, mais bon, là on a vu aussi la réponse des Iraniens. Ils ont fait ce qu'ils appellent aujourd'hui la diplomatie des versets, où accompagnant chaque délégation, le choix du verset n'était pas anodin, je dirais, au moins. Voilà. Mais ce qui m'a étonné, c'est l'attaque d'Oman. L'attaque d'Oman, oui. Après le départ de Araqji, qui est venu discuter peut-être pour faire changer la position d'Oman, et ayant décliné, on l'a attaqué. Je pense que ce régime est peut-être en train de perdre sa raison, et la violence des réactions, évidemment par rapport aux États-Unis, me font dire qu'ils mettent la barre très haut, et c'est peut-être le commencement de leur désagrégation, même si on est devant un régime jeune, beaucoup plus radicalisé, beaucoup plus violent, et où la sagesse a disparu, malheureusement. Avant de commenter cela, on va y revenir avec professeur Ben Salem. J'aimerais bien qu'on commente aussi maintenant ces deux passages sur le même détroit, parce qu'il faudra expliquer peut-être à nos téléspectateurs, colonel Saoud, on va se baser aussi sur cette carte, comment aujourd'hui, finalement, on est arrivé à scinder ce détroit d'Ormuz, aussi petit soit-il, et il n'est pas énorme, il n'est pas très large, 35 km de largeur, et on a deux routes. On a la route d'Oman et les routes iraniennes. C'est une répartition. Sauf que quand vous prenez les routes iraniennes, vous avez une moindre profondeur par rapport à la route d'Oman, disons. Oui. Et il est plus court. Effectivement. Il est plus court. Et donc, ceux qui préfèrent aller par la route omanaise, si vous voulez, gagnent beaucoup plus en termes de distance, en termes de temps, etc. Et puis en termes de sécurité par rapport à la profondeur quand même du détroit. Et c'est important. C'est pour cela qu'on a été discuté hier ou avant-hier, madame. Et c'est une fin de non-recevoir omanaise qui a causé cette réaction épidermique de l'Iran qui me paraît assez flou. Mais déjà, de qui ? Qui gouverne aujourd'hui ? Qui fixe les règles et comment évolue cette stratégie iranienne, professeur Ben Salem ? Alors, ce qu'on sait, c'est que après la mort du guide suprême, avec l'arrivée de la nouvelle équipe, on sait que l'équipe autour de lui est très restreinte. Ce n'est pas la même équipe qu'avant. Il y a très peu d'informations qui sortent. C'est très difficile d'avoir accès à lui. Et puis, il y a le Conseil suprême national de sécurité qui prend les décisions majeures.
Or, si on voit qui le préside aujourd'hui, c'est un militaire par rapport à Ali Larijani qui était un pragmatique. Donc il y a vraiment un contrôle de la part des gardiens de la révolution, pardon, mais en même temps, au sein des religieux, il y a un groupe qu'on appelle les Païdaris et qui est aussi un groupe qui est extrême. Et ils ont la confiance du guide suprême et ils sont de plus en plus influents aussi. Donc, alors, dans ce contexte-là, vous avez les personnes qui sont pour une discussion avec les États-Unis, qui sont pour des concessions, comme le président iranien et puis Araghchi. Ils sont très critiqués. Ils sont très critiqués à l'intérieur. Il y avait même eu, à un certain moment, une fronde au Parlement contre Ali Khalibaf. Donc, il y a vraiment des tensions. Il y en a qui ne veulent pas faire confiance aux États-Unis, qui croient qu'après un certain moment, les choses vont revenir. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions. Et il y en a qui sont pour les concessions. Mais c'est vrai que si on compare, par exemple, la politique du père avec la politique actuelle, le père était beaucoup plus flexible. Il préférait quand même avoir un équilibre, un juste milieu, ne pas aller vers l'escalade, alors qu'on remarque avec cette nouvelle équipe qu'on va de plus en plus vers l'escalade, moins de concessions. Donc ça, vraiment, ça a été remarqué par tous les observateurs de ce qui se passe. Mais pour aller aussi vers les funérailles, c'est vrai que les funérailles, ils ont été faits un peu comme, pas simplement des funérailles, mais aussi comme une présentation de leur influence dans la région, comme quoi ils ne sont pas marginalisés. Pas que, hein. Oui. Pas que, on a vu la délégation indienne où il y a vraiment des représentants de chaque, presque, on ne va pas dire de chaque religion en Inde. Il parle de 100 pays. Oui, de 100 pays, et même, c'est-à-dire on a des pays qui ont dépêché des délégations très importantes. Oui, mais l'Inde, elle a des rapports historiques avec l'Iran. Ah, oui. Il y a même une partie la religion, Zoroastrisme. Voilà, zoroastrisme qui sont là-bas. Donc il y a du commerce, il y a des affaires, il y a vraiment une vision stratégique sur les ports. Bon, il y a le pétrole aussi. Hein. Il y a le pétrole iranien qui ont fait, oui, bien sûr, qui ont fait les beaux jours des industriels indiens parce qu'ils l'achetaient à 2 francs 6 sous. Et le port de Bandar Abbas qui servait aussi de liaison entre la Russie et l'Inde. Et l'Inde, tout à fait, exactement. L'Inde investit. Elle investit massivement. Mais ces funérailles, elles étaient quand même. C'était un show sur l'influence et un show aussi diplomatique, on va dire, entre guillemets, du nouveau. Si on peut parler vraiment d'un nouveau régime iranien, est-ce qu'on a un régime iranien aujourd'hui, professeur Ben Salem ? Pour l'instant, il est là. Bon, après, on verra à l'avenir comment les choses vont se développer. Mais ça a été même un test à l'intérieur, parce qu'ils voulaient voir si les gens allaient sortir, si les gens allaient soutenir aussi. Et c'est aussi ce qui est intéressant, on attendait aussi de l'autre côté de voir qui maintenant était au règne du pouvoir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de silence sur ce qui se passe dans la sphère politique. Oui. Donc tout le monde attendait quel général allait apparaître, quel homme politique, pour savoir un peu qui sont ceux qui sont dans... Donc il y avait pas eu de surprise en gros. Non, pas du tout. Très bien. Sur les personnalités. Le chiffre de 20 millions de participants, c'est complètement fantaisiste, c'est pas possible. Mais de toute façon, les chiffres... Non, mais c'est vrai... Un simple calcul mathématique, 20 millions de personnes, ça occuperait un linéaire d'à peu près 500 km. Oui. On n'a pas des vidéos de linéaire de 500 km bondés de gens. Donc c'est un chiffre totalement fantaisiste. On se situe peut-être entre 1,5 et 2 millions, essentiellement des fonctionnaires qu'on a forcés à aller manifester, et peut-être ailleurs, dans le reste du pays, peut-être 1 ou 2 autres millions. Oui, mais les chiffres n'engagent que ceux qui y croient. Oui, vous le savez mieux que moi. Ou qui les avancent, absolument. Mais il y a un fait intéressant aujourd'hui, qui est toujours à confirmer, parce que l'information a été relayée par plusieurs médias américains, israéliens, français, etc., on ne va pas tous les citer, mais un fait marquant. C'est l'ancien président, qui était d'ailleurs donné favori pour reprendre une position de leadership en Iran. Il s'agit de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, qui serait assigné à résidence dès aujourd'hui et après des révélations. Alors des révélations qui ne viennent pas d'Iran,
mais qui viennent d'Israël, du Mossad, qui révèlent que l'agent Mahmoud Ahmadinejad aurait travaillé pour le compte des services secrets israéliens, et ce, pour reprendre la tête de l'Iran après l'assassinat de l'ayatollah. Commentaire, Hafid Boutaleb, sur ce fait marquant de la journée. On n'a aucun moyen de vérifier, mais c'est vrai que Jérusalem Post a aussi confirmé il y a 1 heure qu'il était en résidence surveillée. Et ça fait quelque temps qu'on parle d'Ahmadinejad comme étant un espion potentiel. Vous savez qu'il avait été ciblé par une attaque israélienne et qu'il avait été survécu et ce qui avait soulevé des interrogations sur pourquoi il a survécu là où d'autres dirigeants iraniens n'ont pas survécu, comme Qahani, le président de la brigade Al-Quds, qui, en ayant survécu une suite d'attaques, finalement a soulevé des suspicions sur comment expliquer qu'il ait pu à ce point survivre aux attaques. Donc il y a un climat de suspicion qui règne à Téhéran. Plus personne ne fait confiance à plus personne. Et cette guerre permet au régime de masquer la profondeur des divisions. Donc ce qui peut expliquer que c'est dans leur intérêt de reprendre le conflit, d'abord pour masquer les divisions et ensuite pour revenir à un pétrole cher. Et on peut comprendre qu'il y ait des interrogations auprès de l'élite au pouvoir à Téhéran, puisque les réserves de pétrole iraniennes, effectivement, elles sont très importantes, mais elles vaudraient beaucoup moins en cas de détérioration des prix du pétrole durablement. Et c'est le schéma sur lequel nous allons... Donc vous pensez que les Iraniens aussi sont en train de jouer sur la carte des marchés? Oui. Après que les sanctions américaines soient levées sur le pétrole iranien. Entre autres, et le besoin de renforcer le pouvoir du nouveau guide, que je pense être bien portant. Certes, il a été blessé, mais on ne sait pas à quel niveau. Et puis, il n'est pas possible qu'ils aient voté pour un mort. Hein. Les experts réunis ont voté pour quelqu'un de bien vivant, certes blessé, mais il est aux affaires. Mais on ne l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'a aucun intérêt. En fait, Boutaleb, est-ce qu'on l'a vu? À être visible. Est-ce qu'on l'a entendu? Même pas. Il n'a aucun intérêt. De présence de Mojtaba Khamenei que via des communiqués. Oui. C'est une cible aussi. Depuis 4 mois. C'est la cible. C'est la cible. Parce que l'assassinat de Mojtaba Khamenei pourrait remettre le plan de Trump initial sur les... Si toutefois il est vivant. Si toutefois il est vivant. Oui, mais on le disait depuis le début de cette guerre, finalement, on l'a bien compris, même après l'assassinat de l'ayatollah, le régime a tenu. Donc finalement, le régime ne tient pas à une personnalité. Non, je vais vous dire ce qui aide le régime considérablement, c'est que le régime iranien est conscient de la taille de l'Iran, 1,6 million de kilomètres carrés, et c'est en soi un rempart considérable. Il n'est pas possible d'envahir l'Iran aujourd'hui. Oui. En tout mais cas, le régime tient quand même sans réel leadership. Si, il y a Mojtaba. Oui. Il est là. Il est organisé. Il serait là. On peut peut-être le mettre au conditionnel, colonel Saoud. Vous n'êtes pas de cet avis, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel, parce que les avis sont divisés là-dessus. Moi, je parlerai plutôt de Mr. Nobody. Ok. Un anglicisme, oui. On peut absolument le faire parler, et puis dans un cadre sécurisé, et puis amener... Moi, je pense qu'il est affaibli et que c'est les pasdaran qui dirigent. Sur Mahmoud Ahmadinejad, ça ne m'étonnerait pas autre mesure. Qu'il soit vraiment un agent du Mossad. Mais il y en a d'autres qui donnent toutes les informations pour cibler les scientifiques, les dirigeants, les militaires, y compris l'ayatollah. Moi, la question qui me taraude, pourquoi maintenant? Oui, pourquoi maintenant? Très bonne question. Israël a une stratégie, peut-être, relayée certainement ou échangée avec les Américains, mais je n'ose pas vous donner une réponse rationnelle. De toute façon, on est loin du rationnel depuis le début de cette guerre. Mais je pose vous en conviendrez. Oui, je pose quand même la question de la temporalité de cette information. Pourquoi maintenant? Très bonne question. Pourquoi maintenant et qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui. Que risque Ahmadinejad? Oh, vous savez, il a dirigé le pays. Oui. C'est un des accélérateurs du programme nucléaire iranien. Et puis, c'est l'aile dure aussi du système. Mais c'est un passe-d'arrant. C'est un passe-d'arrant aussi. Voilà, de l'aile dure des gardiens de la Révolution. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette information, combien même elle est vraie, c'est la temporalité qui m'interroge. Je voudrais
juste rebondir un petit peu sur Ahmadinejad. Bon, je n'ai pas de réponse absolue, mais en ce qui concerne qu'il a été recruté, l'information avait circulé avant. Hein. Oui. Maintenant, elle est reprise. D'ailleurs, il y a le journal Haaretz qui va publier, il paraît, un rapport beaucoup plus détaillé sur ça. Bon. Mais c'est le New York Times, ça a émané, comme je le disais dans mon introduction, le premier article, c'était du New York Times. Oui, effectivement. Alors, il faut dire que cette information, elle a surpris même les Iraniens. Hein. Même les Iraniens, ils étaient surpris de ça. Ahmadinejad, lors de sa deuxième élection, il a eu le soutien de Mujtaba. Hein. Il a eu un grand soutien de Mujtaba. Il était très proche du guide suprême, mais à un certain moment, il y a eu des tensions entre eux. Il a été écarté. Donc, il a été marginalisé. Ça peut expliquer aussi beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un qui voulait revenir aussi au pouvoir, il n'a pas pu. Et vous avez bien fait de souligner que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui peuvent être achetés, donc l'Iran est très infiltré. Oui. Et c'est ce qui explique aussi peut-être pourquoi le guide suprême a un cercle très réduit de personnes avec qui il traite. Oui, surtout qu'on parlait d'Ahmadinejad quand même comme potentiel candidat. À ce propos, si vous permettez... Il y a quelques semaines, hein, on ne parle pas de... Bien sûr. Après qu'il ait survécu à l'attentat, le ciblant. Il y a eu là, c'est un ancien président qui est en résidence surveillée, ce n'est pas le premier, Mohamed Khatami. Oui, il était. Et il est aussi en résidence surveillée. L'ancien Premier ministre, Mir Hossein Mousavi, vous avez parlé des élections de 2009. Il avait gagné les élections de 2009, on l'a empêché au profit d'Ahmadinejad. Il est aussi en résidence surveillée. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que d'abord, c'était des modérés qui soulevaient la suspicion du régime. Aujourd'hui, même Jawad Zarif, même des membres de l'aile dure, des anciens passes-d'Aran, commencent à être mis sous la loupe du régime et mis aussi en résidence surveillée. Oui, mais là, c'est l'ironie. C'est sur une information relayée par le Mossad. C'est-à-dire que maintenant, les Iraniens suivent aussi à la lettre ce que dit le Mossad. Et ça montre la paranoïa de la nouvelle équipe. C'est la paranoïa la bipolarité surtout. Hein. C'est pas pour vous, mais... Vous me permettrez de formuler une hypothèse. Rapidement. Les services de renseignement, on vous utilise dès que la carte est brûlée, on vous lâche. Oui, mais pas de cette manière. C'est rarement vu. C'est vrai. Oui, on a rarement vu un Mossad ou un KGB ou autre balancer, excusez le terme, un ancien agent infiltré de cette manière. Les services de renseignement israéliens, dès que vous avez atteint la péremption, on vous lâche. Parce que c'est vrai que là, ils écornent un peu la crédibilité du régime auprès des Iraniens, qui s'interrogent de ce qui se déroule au sommet. Mais Ahmadinejad n'est pas très apprécié aussi à cause de la répression et à cause de beaucoup de choses. Peut-être d'une frange de la société. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, donc là, on voit qu'il y a des divisions aussi au sein du régime iranien, avec ces révélations aujourd'hui sur Mahmoud Ahmadinejad, mais du côté américain. Et là, je me tourne vers Calvin Dark. Nous ne vous avons pas oublié, Calvin, mais là, on va zoomer sur la politique américaine avec vous, parce qu'il se passe des choses à Washington qui pourrait donner une tournure très, très particulière aux événements à des milliers de kilomètres de là, donc en Iran. Et tout est finalement imbriqué. Alors, Calvin, d'abord, qui est Lindsey Graham ? Pourquoi c'est une personnalité importante pour les républicains et aussi pour la politique étrangère de l'administration américaine ? Oui, Lindsey Graham, il était très important et je crois que le perdant après sa mort, c'est ceux qui veulent la guerre en Iran et Israël. Pourquoi? Il était unique au Sénat parce que il était au Sénat depuis 2002. C'est-à-dire, il avait déjà sa réputation à côté de John McCain, bien avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, il avait de la crédibilité, surtout pour les affaires étrangères. Alors, il était comme interprète pour Donald Trump, c'est-à-dire que il a expliqué, il a convaincu ses collègues, même collègues démocrates. Si Donald Trump a dit quelque chose, Lindsey Graham pouvait expliquer de manière du Sénat. Alors, Donald Trump, il n'a pas
un interprète républicain comme ça. Et aussi, Netanyahu a perdu parce qu'il était la ligne directe de la Maison-Blanche, parce que Lindsey Graham représentait les républicains traditionnels et aussi les républicains MAGA, Donald Trump. Je crois que c'est important aussi de dire qu'il y avait deux Lindsey Graham. Le Lindsey Graham avant Donald Trump et Lindsey Graham après Donald Trump. C'est-à-dire, le Lindsey Graham, je me souviens, il était républicain, mais très, très doué pour les affaires étrangères à côté de John McCain en Afghanistan, en Irak. Il était comme Bush, sa politique, mais il connaissait les dossiers. En 2016, il était candidat contre Donald Trump dans les élections primaires et il a perdu parce que, il a dit qu'il n'avait pas la personnalité de Donald Trump. Et il y a un tweet, j'adore ce tweet, de 2016. Lindsey Graham a dit, si le Parti républicain a choisi Donald Trump comme candidat, ça va détruire les États-Unis et le Parti républicain va le mériter. C'était les mots de Lindsey Graham. Mais oui, après l'arrivée de Donald Trump, il a complètement changé. Alors, j'ai des amis qui me demandent pourquoi, comment est-ce qu'on peut changer de cette manière? Et j'ai dit c'était une décision stratégique. Pourquoi? On sait qu'aux États-Unis, il y a des États démocrates, États républicains, États parfois démocrates, parfois républicains. Je suis de Caroline du Nord, mais Caroline du Sud, c'est vraiment conservateur comme l'État. Par exemple, Kamala Harris a perdu contre Donald Trump. C'était 1,5%. Aux États-Unis, ça c'est beaucoup. Elle a perdu en Caroline du Sud à 20%. Ça montre l'État de Caroline du Sud, c'est vraiment républicain derrière Donald Trump. Alors Lindsey Graham, il savait qu'il n'y avait pas un avenir politique pour un sénateur de son État qui n'est pas soldat fidèle derrière Donald Trump. Alors, c'est pour ça qu'il a complètement changé. Alors, c'est ça l'image de Lindsey Graham ici à Washington. Mais que change réellement sa disparition, du coup, pour le président américain et pour les républicains la veille des midterms? Ça, c'est vraiment important parce que les républicains, ils ont une majorité dans le Sénat. Mais maintenant, c'est 53 contre 47. Avec Lindsey Graham, il est mort, c'est 52. Mitch McConnell, il est malade, il a publié une 51, bien sûr. On ne sait pas si ça c'est intelligence artificielle, il y a un débat à Washington, on ne sait pas. Alors ça, c'est vraiment 51 pour les républicains. Parce qu'ici, le Sénat, il faut être présent dans le Sénat pour voter. Alors, même s'il est dans un hôpital à Kentucky, il ne peut pas participer au vote. Alors, on sait déjà, il y a 2 républicains sénateurs qui sont en colère contre Donald Trump parce qu'il a ruiné ses chances pour la réélection. Alors, je ne sais pas si Donald Trump peut compter sur ces 2. Et il y a 2 de plus qui sont modérés et leur slogan de leur campagne, on est républicain, mais on n'est pas MAGA Trump. Alors, c'est vraiment un problème parce qu'il n'a pas une grande majorité dans le Sénat. C'est pour ça que le gouverneur, il va annoncer le remplaçant de Lindsey Graham aujourd'hui. Je crois qu'il faut savoir, aux États-Unis, pour la Chambre des représentants, le remplaçant, il faut une élection spéciale. Mais pour le Sénat, le gouverneur peut choisir le remplaçant temporaire. C'est compliqué parce que Lindsey Graham, il a gagné les élections primaires. Alors, il était le candidat pour le Sénat pour le mandat de 6 ans. Alors, il y a 2 remplaçants qu'il lui faut. Un pour terminer le mandat de Lindsey Graham, maintenant jusqu'à décembre, et aussi qui va remplacer Lindsey Graham comme candidat pour les républicains en Caroline du Sud. Parce que il n'y a pas vraiment une concurrence démocrate,
ce qui est choisi comme remplaçant pour les élections spéciales va gagner. Alors, c'est-à-dire qu'il faut une élection primaire spéciale le mois d'août. Alors, c'est très compliqué. La question pour Donald Trump, il y a deux catégories de républicains. Républicains comme Bush, Lindsey Graham, Mitch McConnell, il est républicain MAGA. Donald Trump ne veut pas un républicain old school, traditionnel. Alors, il veut choisir un républicain MAGA. Le problème, c'est que une d'elles, Nancy Grace, elle est Chambre des représentants, elle a annoncé après la mort de Lindsey Graham, elle veut se présenter parce qu'elle a perdu contre Lindsey Graham. Le problème, c'est que elle est championne pour les dossiers Epstein. C'est pas quelque chose que Donald Trump veut. Alors, parce qu'il ne peut pas choisir le candidat qu'il veut remplacer Lindsey Graham pour 6 ans, il vient d'annoncer qu'il a appelé le gouverneur de l'État de Caroline du Sud et il a dit que ça serait génial si le remplaçant soit la sœur de Lindsey Graham temporairement jusqu'à décembre. Ça se passe parfois quand il n'y a que quelques mois. Alors, Darline Graham, donc la sœur de Lindsey Graham, selon la loi américaine, que dit la loi américaine? Est-ce qu'elle pourrait, par intérim en tout cas, reprendre le siège, littéralement, de son défunt frère au Sénat? Oui, quand tous les pouvoirs, tous les... mais ça, c'est pour le Sénat. Si c'était le Chambre des représentants, c'est autre chose. Normalement, si je suis un républicain et j'ai perdu contre Lindsey Graham dans les élections primaires, maintenant, il est mort. Peut-être je veux être le remplaçant temporaire parce que ça va aider mon argument d'être le remplaçant pour le prochain mandat. Mais à ce moment, Donald Trump ne veut pas choisir entre les républicains dans l'État de Caroline du Sud. Alors, c'est pour ça qu'il a dit la sœur. Mais ça va être important parce qu'elle peut voter les mêmes pouvoirs que son frère. Et ça, c'est vraiment important que quelqu'un qui n'a pas expérience politique va remplacer son frère et elle va voter sur les questions très, très importantes. Oui, surtout que là, le président américain perd l'un de ses principaux soutiens. Et aussi, il n'y a pas que le dossier iranien, il y a les sanctions contre la Russie. La veille de son décès, ce même Lindsey Graham s'est exprimé au sujet de ces sanctions. Colvin, un commentaire. Oui, moi, je me suis dit, c'est vraiment choquant qu'il a annoncé le compromis pour les sanctions sur la Russie et il est mort le lendemain. C'était vraiment partie du choc ici à Washington. Mais je sais, il y a aussi un autre dossier très important pour Donald Trump. On n'a pas le procureur général maintenant, ministre de la Justice. On a le acting, c'est-à-dire il est dans la position. C'est Todd Blanche. Todd Blanche, c'était l'avocat personnel de Donald Trump. Pourquoi c'est ça? Pourquoi ça est important? Donald Trump, il a beaucoup de choses qu'il veut faire avant les élections et il a besoin d'un protecteur comme ministre de la Justice. Cette semaine, c'était prévu le vote et les audiences pour Todd Blanche comme ministre de la Justice. Lindsey Graham était le président de la commission de la justice. Il allait forcer la nomination de Todd Blanche parce qu'il y a beaucoup de questions. Si ça c'est possible, le ministre de la Justice, il était l'avocat personnel de Donald Trump. Il y a conflit d'intérêts. Alors maintenant, il n'y a pas ce champion pour forcer cette nomination. Et Donald Trump, il a besoin de ça. Alors, Donald Trump, il est sans un défenseur au Congrès pour les dossiers à l'étranger et aussi pour les dossiers à l'intérieur des États-Unis. Alors, concrètement, justement, Colvin, comment tout cela risque d'impacter ce qui se passe en Iran, la guerre en Ukraine aussi, ainsi que le soutien justement américain à Israël?
Pour l'Ukraine, ça ne va pas beaucoup changer parce qu'il y a des autres défenseurs qui vont commencer où Lindsey Graham était. Mais pour l'Iran, je crois que ça va contribuer à la paix ou bien ça va contribuer à la déescalation. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, tous les républicains avec crédibilité, Marco Rubio, J.D. Vance, ils comprennent qu'au sein de la base de soutien de Donald Trump, on ne veut pas la guerre. Alors, ils sont contre la guerre, surtout le vice-président. Lindsey Graham était le seul qui avait de la crédibilité avec cette base, mais il a dit que la diplomatie, ce n'est pas le chemin indiqué pour l'Iran. Alors, il n'y a pas cette voie. Aussi, quand Donald Trump il a allé vers le côté iranien ou loin d'Israël, c'était toujours Lindsey Graham. Après un appel avec Netanyahu, il a convaincu Donald Trump à continuer à côté d'Israël. Il n'est pas là. Et je crois que ça va vraiment impacter les négociations. Et aussi, je crois il y a un livre, Regime Change, Maggie Haberman et Jonathan Swan, où ils ont parlé beaucoup de cette réunion à la Situation Room, c'était la chambre où les présidents prennent leurs décisions. Et dans cette chambre, quand Donald Trump a pris la décision de commencer la guerre en Iran, J.D. Vance, il a dit, c'est pas le bon choix. Marco Rubio a dit, c'est pas le bon choix parce que l'Iran, c'est pas Venezuela. Le directeur de CIA, c'est la même chose. Les deux voix dans la Chambre qui a dit il faut faire la guerre, Netanyahu et Lindsey Graham. Alors, oui. Et maintenant, ces voix ne sont pas là même dans le Parti républicain. Alors, je crois que ces voix maintenant, autour de Donald Trump, ils vont essayer de convaincre Donald Trump. Comment est-ce qu'il peut sortir de cette guerre parce que c'est pas parce qu'il ne soutient pas Israël, parce qu'il dit que ça, c'est un dossier perdant, surtout pour les républicains avant les élections. Oui, avant ces midterms de novembre prochain. Et je vais poser la même question à mes autres invités pour qu'on ait vraiment des perspectives différentes sur la lecture de ces événements. Finalement, est-ce qu'il y aurait un effet direct de la disparition de Lindsey Graham sur ce qui se passe en Iran, d'autant plus que les combats ont bel et bien repris ce week-end, coïncidence ou pas, mais en tout cas, c'est venu en même temps. On a Lindsey Graham qui disparaît, mais en même temps, les choses sont en train de chauffer au détroit d'Ormuz. Oui, c'est un personnage central dans le dispositif trumpien et dans l'État de Caroline du Sud. Il est très important. Il a 5 mandats. Il a dirigé beaucoup de commissions. Et donc, mais de mon point de vue, d'ici les mi-termes, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à l'équilibre du Sénat? Je n'en sais rien. Peut-être ajouter que Mitch McConnell également est malade et il est absent. Et donc, ça fait 2 sénateurs. Mais est-ce que ça va fragiliser les équilibres au Sénat? Peut-être oui, mais jusqu'à un éclatement, moi je pense que d'ici là, puisque ces élections vont avoir lieu en même temps que les élections du mi-terme pour les remplaçants. Oui, mais c'est toujours un risque. En tout cas, le président perd un allié fort et tout ça. Deuxième point, évidemment, le président ukrainien le regrette aussi. Oui. Le Premier ministre israélien de l'Ukraine le regrette aussi. Israël, évidemment. Donc, c'est un bonhomme qui a une crédibilité, mais bon, c'est une perte plutôt pour le camp républicain, de mon point de vue. OK, professeur Ben Salem. Bien, je pense que votre invité a presque tout dit. Mais est-ce que vous pensez, vous, que sa disparition risque de faire basculer la situation en Iran et puis, ça montre aussi davantage de fissures dans le camp des Républicains. Est-ce que c'est bon en temps de guerre? Moi, ce que je crois, comme c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence dans le Sénat et c'est quelqu'un qui était pour une politique d'intervention de guerre, le fait que sa voix, il n'y a plus cette voix,
ça fait une voix en moins pour la guerre. Donc ça donnera plus aussi l'occasion à ceux qui cherchent une escalade d'être entendus. Hein, mais est-ce qu'il y a des voix qui se démarquent justement pour qu'on puisse les écouter? Parce que Lindsey Graham, c'est Lindsey Graham. Enfin, sa voix a été bel et bien écoutée, que ce soit dans les lobbies ou à Washington et même dans le monde. On suivait les déclarations de Lindsey Graham parce qu'on savait qu'elles allaient changer quelque chose. Oui, mais là, il n'est plus là, donc son influence n'est plus là. Oui. C'était un allié très important de Trump, et il ne faut pas oublier aussi que Trump, c'est un homme d'affaires. Il travaille avec une mentalité de deal. Hein. Transaction. Et voilà, et il ne va pas vouloir être perdant ou perdre des choses à cause de cette guerre-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir aussi sa dernière visite en Turquie, dans l'occasion de l'OTAN, où il s'est rapproché encore plus d'Erdogan, parce qu'il voulait le montrer comme un allié. En fait, il ne faut pas penser que Trump ne réfléchit pas à beaucoup de choses. Vraiment, moi, je trouve qu'il a une vue d'ensemble, malgré sa communication imprévisible, mais il a sa propre vision des choses qu'il suit méthodiquement. Sans parler de ses déclarations. Mais quand je vois la cible des attaques en Iran, comment elle a été élargie, comment les cibles militaires ont été visées, quand je vois son rapprochement aussi avec Erdogan à ce moment-là. Donc, les Iraniens se réjouissent de la disparition de ce sénateur. Oui, d'ailleurs, comment ils l'ont annoncé dans leur télé d'une manière assez particulière. Voilà. Mais c'est vrai que ça va faire une voix pour la guerre en moins. Très bien. Ce qui est important quand même. Deux mots, j'ai plus de temps. C'est une voix pour la guerre en moins, mais c'est une voix anti-régime iranien en moins aussi. On sait que Lindsey Graham portait la casquette MIGA, Make Iran Great Again, puisque vous savez que c'est ce que disait Trump. Cette guerre en Iran va restaurer la gloire historique de l'Iran. Et donc il était farouchement contre le régime iranien, et son décès, ça fait une voix hostile au régime iranien en moins. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Il était contre beaucoup, hein, pas simplement. Pas simplement. Gaza merci aussi, beaucoup. Merci Hafed Boutaleb. Merci à vous aussi, professeur Ben Salem. Merci à vous. Colonel. Madame. Merci. Merci à vous aussi, Calvin Dark. On va suivre la situation avec vous certainement dans les jours qui viennent. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.